je me joins à tous les participants pour remercier TIC de me laisser présenter un petit peu mes résultats de thèse. Donc aujourd'hui, en fait, ma contribution pour ce colloque, elle vise du coup à exposer les catégories convoquées en interaction relatives en fait au bien-être durant les entretiens mensuels des 2 années d'expérience du projet dans lequel est rattachée ma thèse. Alors, je me présente brièvement, je suis Icienne Bagous, doctorante en 4e année en sciences du langage. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une codirection de la part d'un linguiste et d'un électronicien et physicien. Donc, ma recherche, elle porte sur l'analyse des expressions des émotions liées aux conceptions du bien-être, tout en prenant une dimension technique. J'étudie le bien-être d'étudiants spécifiques qui ont vécu sur une période donnée dans un logement dit connecté, intégrant écran et capteur, proposé par le projet UT, dont Pierre vient un peu de vous parler brièvement. Et l'objectif pour moi, c'est de saisir en fait le rapport humain-objet connecté en termes d'appropriation des artefacts numériques présents sur ce lieu de vie et l'influence potentielle qu'ils peuvent avoir en fait sur leur bien-être, sur leur conception du bien-être. Alors, je vous propose de me suivre sur ce plan. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer globalement le projet UT. Dans un deuxième temps, je vais poser un petit peu un cadre quant à la notion du bien-être, même si c'est un peu compliqué. Dans un troisième temps, je vais aborder la méthodologie que j'ai adoptée, donc la manière de saisir le bien-être d'un point de vue discursif à travers leur contenu propositionnel publicisé. Et dans un quatrième temps, je restituerai les résultats que j'ai obtenus, qui sont relatifs en fait à une double question qui a été récurrente. Donc, quelle différence faites-vous entre un appartement connecté et un appartement classique? Et le bien-être diffère-t-il entre ces deux espaces référentiels? Donc, le projet interdisciplinaire UT a été lancé en 2018 et il s'est terminé en 2022. Donc, il avait pour objectif, et je cite, d'explorer et d'anticiper les effets des nouvelles technologies et des objets connectés sur les comportements quotidiens et le bien-être dans un habitat connecté. Donc, durant ces 4 ans, il y a un appartement observatoire qui a été proposé à 4 binômes d'étudiants qui se sont succédés, je ne vais pas répéter, durant la durée du projet. Et en fait, effectivement, ces étudiants, ils étaient logés à titre gracieux. Et donc, ils vivaient dans un espace avec terrasse de plus de 76 mètres carrés. Et ça mérite d'être soulevé parce qu'effectivement, ça peut potentiellement biaiser la situation réelle à laquelle sont confrontés certains étudiants, surtout à l'heure actuelle. En contrepartie, ils devaient, ces occupants-là, qu'on a baptisés cohuteurs, ils devaient participer au protocole de recherche pensé et réalisé par les chercheurs membres. De manière globale, il y a des données quantitatives et qualitatives qui ont été récoltées. Donc pour les premières, elles sont relatives en fait à l'environnement, donc à la température, le taux de CO2 ou encore l'humidité par exemple, grâce aux plus de 50 capteurs qui ont été installés dans ce logement. Et il devait également porter un bracelet en pascal que vous voyez à l'écran pour récolter des données physiologiques. Et en parallèle, il devait en fait alimenter un carnet de bord personnel. Et donc là, on entre dans les données qualitatives. Donc en fait, elles concernent le ressenti des occupants qui est saisi à travers en fait les entretiens mensuels, semi-dirigés et le carnet de bord dont je viens de vous parler. Donc, lorsque l'on observe le monde social, on ne peut que constater la nature socio-technique de nos interactions, notion reprise à Salgado et Ignacio. Et cette matérialité technique, elle est présente également au sein de l'habitat. Et elle influence nos manières d'agir, de faire et de penser selon Stigler et de dire selon Marianne Pavot. Et donc, en fait, la dimension existentielle humaine, c'est un acte expérientiel. Et aujourd'hui, Homo Confort, notion que je reprends à Bonny, il est en quête en fait d'une délégation des tâches fatigantes et contraignantes à la technologie en guise d'une vie confortable. Donc la question posée ici, elle concerne les effets de cette technicité présente au sein de l'appartement sur l'état émotionnel des cohuteurs. Donc en d'autres termes, a-t-elle eu une influence sur le bien-être des étudiants, sur leur conception du bien-être? Qu'est-ce que le bien-être? Alors, le bien-être, c'est une notion complexe, selon Véron. Elle est difficilement saisissable dans la mesure où elle est composite puisqu'elle est multifactorielle et pluridimensionnelle. Et à cela, il faut ajouter également 2 autres critères que sont la temporalité et la subjectivité. Historiquement, l'étude du bien-être remonte à la période hellénistique. Certes, les réflexions menées ne portaient pas à proprement parler sur le bien-être, mais il est nécessaire de rappeler
que la naissance de la philosophie, elle avait pour tâche en fait de réfléchir au sens de la vie pour inculquer aux hommes la manière de tendre vers une vie bonne. Donc le bien-être, ça reste quand même une quête centrale selon Lipovetsky dans nos sociétés contemporaines. Et l'énonciation, ça peut être un point d'entrée pour saisir le bien-être. Le bien-être, il est ici considéré comme une émotion que lui accorde, au sens que lui accorde le breton, dont je vous ai mis la définition. Et le locuteur, il dévoile finalement une auto-évaluation des différentes dimensions de sa vie en les pondérant au vu et au su de ses interlocuteurs, au moyen de sa prise de parole. Benveniste, il évoque un acte individuel d'appropriation de la langue. Et en fait, cette énonciation, elle est quand même à relativiser parce qu'il y a des situations ineffables. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, concernant la méthodologie, donc, tous les mois, les co-auteurs, ils intégraient un espace discursif spécifique, l'entretien avec 2 chercheuses membres, que je n'avais pas nommé dans mon discours, mais voilà. Et donc, Mingueno, il parle d'une pratique discursive instituée, c'est-à-dire que c'est un échange provoqué et non spontané, pour en avoir conscience. Mais les locuteurs, ils adoptent quand même une position sur la question donnée, selon de Mazières, par l'expression, la signification et l'action qu'ils élaborent mutuellement. Donc, je m'inscris au sein du modèle de l'interaction verbale, qui est relative à la théorie de la schématisation, considérant en fait l'interaction verbale comme une activité dynamique pour saisir les représentations socio-discursives. Donc, notions que je reprends à Charodot, qui sont relatives en fait aux énoncés qui, entre autres, témoignent de la manière, je cite Charodot, qui témoignent de la manière dont le monde est perçu par des sujets vivants en communauté. Par ailleurs, les discours, ils sont coproduits et ils imposent leurs propres objets. Ils construisent finalement, et je cite des randonneurs, une fiction conceptuelle originale, provisoire et évolutive. Le texte ou discours est envisagé comme une schématisation, c'est-à-dire à la fois un processus, l'énonciation, et le résultat, l'énoncé, selon Adam. Dès lors, en fait, ce n'est pas une matérialité isolée, mais au contraire, il est relié dynamiquement à d'autres textes comme une réponse, si on s'inscrit dans la polyphonie de Bakhtin. Donc, c'est donc une méthodologie de nature qualitative d'actualisation de la parole, où le recours en fait à la captation audio et ou audiovisuelle permet en fait une récolte qui préserve les caractéristiques d'une oralité fuyante et non figée selon Dada, dans le but d'analyser des représentations à travers les catégorisations convoquées dans cette situation de communication. Donc, pour ce faire, il y a des transcriptions linguistiques qui ont été réalisées, anonymisées bien sûr, suivant les conventions ICOR 2013, car il faut le rappeler, l'entretien n'est pas un ensemble d'informations factuelles, c'est une actualisation, selon Barreau, qui permettent de produire un sens interne, autrement dit local. Donc, cette présentation de résultats, elle concerne certaines séquences sélectionnées relatives à 2 questions que je vous ai évoquées en introduction et qui se sont déroulées de septembre à juin, suivant les années. Je précise juste que je ne vais pas tout présenter parce que par faute de temps, mais j'ai choisi quelques séquences ici pour la présentation orale, mais tout est disponible dans l'article. Donc, le traitement concerne les 2 derniers binômes, celui de 2020-2021, baptisé Hello et Flo, et celui de 2021-2022, nommé Aya. Et les conventions de transcription imposent en fait le nom du locuteur en 3 lettres, donc c'est pour ça que vous voyez Aïe et pas Aya, et Gloria, et donc ça devient Glo. Voilà. Pourquoi parce que Hello et Flo, ils ont vu l'introduction d'une télé et d'une enceinte connectée à la moitié de l'expérience. Ils pouvaient donc comparer quelque part 2 espaces de vie d'un seul lieu, si je peux dire ça comme ça. Et Aya et Glo ont bénéficié de l'envoi d'une newsletter mensuelle, les informant de leur consommation mensuelle. Et enfin, c'est parce que aussi je suis arrivée dans le projet en octobre 2020. Donc voilà. Donc, les résultats que je m'apprête à vous exposer ont été regroupés en catégories similaires et celles qui diffèrent pour une question de facilité. Et traiter d'abord la nature de la différence spatiale, puis dans un second temps, le bien-être potentiellement différent. Donc, globalement, tous les locuteurs ils convoquent la facilité, le gain de temps, l'aide pour établir la différence, et ce à plusieurs reprises durant l'année, avant même leur entrée dans l'appartement.
Les objets et la domotique ont été également convoqués, et comme les précédentes catégories. Il est possible de les classer dans celles attendues pour établir la différence entre un appartement classique et un appartement connecté. Aya, par exemple, au mois d'octobre 2021, elle pose la différence au niveau du contrôle centralisé. Et ce contrôle, il pouvait être effectué grâce à une tablette murale, mais aussi grâce à une commande vocale via l'agent conversationnel présent, nommé Snips. Glo, elle convoquera Snips au mois de novembre, bien qu'il ne fonctionnait plus et que cette utilisation par la voix lui manque. Elle l'énonce. D'ailleurs, lors de ce même entretien, Aya fait le même constat de manque. Elle dit c'est vrai qu'il y a une sensation de manque. Snips sera à nouveau convoqué par Gloria au mois de février, mars et avril. Du côté de notre binôme, Snips est également nommé en guise de différence au cours du mois de novembre. L'exemple diffusé concerne les propos tenus par Hello, qui sont caractéristiques en fait de la position qu'elle va adopter, et ce pendant plusieurs mois. Effectivement, dès octobre 2020, elle dévoile une utilisation coutumière des objets connectés. Et je tiens à préciser que, en fait, ce binôme a vécu la période de confinement. On est en 2020. Et Hello a choisi d'ailleurs de se confiner chez sa mère. Et chez sa mère, elle peut jouir de certains objets disponibles déjà dans l'appartement. D'où l'utilisation de l'imparfait. Elle n'est pas dans l'appartement à ce moment-là. Donc, elle ne reviendra dans l'appartement que fin décembre. Donc, elle aussi, elle parle de manque. Et quant à Flo, il va utiliser un superlatif pour noter la différence. La grande différence, c'est celui-ci. Au mois de mars, Hello, elle va énoncer un plaisir à être dans l'appartement depuis les changements opérés fin janvier. Et Flo situera, lui, la différence au niveau de la domotique. Et Hello acquiescera à ce moment-là. Je me dépêche. OK. Il y a d'autres catégories qui vont aussi revenir, qui sont caractéristiques de l'appartement, comme la luminosité, l'espace, l'isolation et le confort. Il y a aussi des catégories, je ne vais pas détailler du coup parce que par manque de temps, mais du coup il y a aussi d'autres catégories qui sont relatives à une prise de conscience, dans le sens où en fait la newsletter, ils se sont rendus compte que ça leur permettait d'avoir un regard sur leur consommation et potentiellement pour changer leur comportement. La connectivité suivant le profil, Flo, par exemple, c'est une personne, il l'énonce dans les entretiens, c'est une personne qui n'est pas fan, j'allais dire, qui n'utilise pas vraiment les objets connectés. Et du coup, il se questionne sur cette connectivité-là en se disant qu'effectivement, elle est très présente dans l'appartement. Il se demande comment on peut s'en passer finalement. Ensuite, donc là, je passe à la différence de bien-être. Il y a la catégorie qui va revenir, c'est la colocation, par exemple. La colocation leur a apporté du bien-être. C'est une catégorie qui vient, qui apparaît. Ensuite, pour les objets connectés, il va y avoir une ambivalence. Ça va être un apport, ça va permettre de leur créer un cocon pour Hello. Ça va leur permettre de se sentir bien, ça va contribuer à leur bien-être. Mais il y a aussi un aspect de ça peut entraîner à utiliser plus la technologie pour Flo, qui prend en charge énonciativement ses propos. Hein. Il le dit, pour moi, c'est contre-productif, ça ne m'apporte pas du bien-être. Et Aya, elle va pas prendre en charge ses énoncés, mais elle va se poser la question si certaines personnes ne vont pas se sentir oppressées face à cette technologie-là. Et que potentiellement, il faut en avoir conscience pour éviter la dépendance. Je passe à la conclusion, comme ça, voilà. Je serai peut-être dans les temps. Donc, quelle conclusion on peut en tirer? C'est que la promesse d'un habitat connecté qui suppose en fait l'existence d'un équipement domotique embrasse l'automatisation et ou la gestion de certaines tâches domestiques pour alléger, faciliter et aider l'habitant. Donc, en saisissant en fait le sens accordé par les occupants au référent linguistique appartement connecté, l'analyse discursive a révélé en fait des catégories confirmant la vocation d'un tel espace habitable. Le gain de temps, la facilité quotidienne, la praticité, l'aide, le confort. Ce détour a semblé nécessaire pour saisir une différence de bien-être potentielle compte tenu de la requête différentielle demandée. Dès lors, l'analyse discursive sur les 10 mois d'occupation pour chaque binôme a fait montre d'avis quelque peu divergents. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, pour Hello, il n'y avait pas forcément de différence. Puis ensuite, elle revient sur ses propos en voyant une différence.
Flo, il a fluctué durant son occupation. Aya, pareil. Glo, elle a montré des difficultés énonciatives, mais elle reste constante quant à l'impact de l'enceinte connectée sur son bien-être. Ça, c'était un élément qui revenait souvent sur ce binôme-là, Aya et Gloria. L'enceinte connectée a été un objet phare dans leur expérience. Parce qu'elles ont évoqué leur passion face à la musique. Et c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour elles. Et du coup, je conclurai par dire que effectivement, peut-être que ce bien-être-là, on peut le rattacher au bien-être matériel qu'en fait le GOF, parce qu'il nous parle de confort, il nous parle d'espace, il nous parle d'objets connectés, et j'ai trouvé qu'on pouvait le renvoyer leur définition ou leur différence qu'ils ont posée au bien-être matériel de le GOF. Je vous remercie, j'espère que je suis dans les temps. Merci.